Alors, si vous attendez beaucoup de moi, euh, j'espère que vous ne serez pas déçus parce que je vais me baser essentiellement sur des témoignages. Et les témoignages aujourd'hui, c'est sous forme de questionnement qui m'amène à prendre un certain nombre d'engagements ici ou là. Alors, François Livonnet a eu l'amabilité de signaler, en effet, je suis président de Conversation, on y reviendra peut-être sur un peu plus tard, et je m'occupe de la Cité des sciences d'Aquitaine, qui est, qui est aussi un média, puisqu'on partage, on a à peu près 2 millions d'abonnés sur TikTok. Dans une petite pièce à la Cité des Sciences de Bordeaux, il y a une toute petite équipe de rédaction qui, par la magie des réseaux sociaux, a à peu près 3 millions d'abonnés en tout, dont 2 millions sur TikTok, pour faire de la vulgarisation scientifique. Par ailleurs, en 2 mots, sans m'étendre trop, je fais partie d'un think tank qui s'appelle Information pour le monde suivant, sur lequel on travaille autour du concept d'information utile d'intérêt collectif, c'est-à-dire l'utilité de l'information, et jusqu'où l'information peut être aussi à la fois un bien commun, mais aussi actionnable, enfin porteuse d'action. Et enfin, je suis au conseil de surveillance d'un collectif de journalistes d'investigation depuis le début qui s'appelle Disclose et qui sort régulièrement des scoops assez tonitruants, mais c'est sous forme associative et j'y reviendrai parce que je pense que c'est tout ça, ce sont des moyens un peu contemporains d'avoir un effet de levier sur cette fameuse coïncidence idéologique dont les médias, si j'en crois les livres de François Julien, aussi bien ici que dans Raviver de l'esprit, le chapitre sur l'étau de la coïncidence, où il est beaucoup question des médias. Les médias sont donc très de grands producteurs de coïncidences idéologiques. Alors là, à partir de là, je voudrais vraiment partager mon expérience. Il se trouve que depuis des années, je recrute beaucoup de journalistes. Et au fil des années, vous savez, on a un certain nombre de critères pour recruter les journalistes. La plupart sortent des mêmes écoles. On fait bac+5, bac+6 quelquefois. Ils ont à peu près tous les mêmes cursus et les mêmes intérêts. Ils ont été formés très bien à tout un tas de techniques de l'information. Ils savent à peu près tout faire aujourd'hui, les jeunes journalistes. Comment alors choisir les journalistes intéressants? C'est pour ça que je voudrais juste renverser la proposition. Et au fil des années, je me suis aperçu qu'il y avait 2 critères et 2 seulement qui faisaient qu'on pouvait être un bon journaliste ou un mauvais journaliste. C'est des critères très simples, je m'en excuse d'avance. Le premier, c'est la curiosité, la vraie curiosité, c'est-à-dire une curiosité ouverte, une curiosité sans a priori, une vraie curiosité. Et la deuxième, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la générosité. C'est-à-dire, très modestement, je suis dans ce métier depuis maintenant 43 ans pour une seule raison, parce que j'avais envie de partager des choses. Et notamment de partager des choses que je découvrais, et de les expliquer au plus grand nombre. Donc j'ai toujours travaillé sur des médias grand public. Et donc, curiosité et générosité, aujourd'hui, me semblent être les points clés. Générosité, c'est être à l'écoute du public auquel on va partager des informations et de les partager de manière la plus efficace possible. Quelquefois, si c'est sous une forme d'un simple graphique, ça sera un simple graphique.
mais même si on a travaillé des jours et des jours avant, si c'est ça qui est la manière la plus efficace et la plus pertinente de partager une information, eh bien ce sera ça, ou une carte, ou une interview, peu importe. En tout cas, avoir la souplesse qui nous permet de toucher un public. Alors voilà, ça c'est, je dirais, c'est ma pratique, mais c'est aussi évidemment la théorie. Il y a un petit livre qui vient de paraître de l'excellent Bruno Patino, que je connais depuis des années, qui est aujourd'hui président de Arte, comme vous le savez, et qui est un petit livre qui s'adresse aux jeunes et qui s'intitule ainsi S'informer à quoi bon? Et il y décrit l'information avec des mots que je voulais partager avec vous parce qu'ils sont vraiment très pertinents pour notre discussion de ce soir. L'information, dit-il, est une narration du réel, fondée sur des faits avérés, dignes de confiance. Donc, les points clés, c'est la narration. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des médias qui racontent une histoire, qui racontent des histoires, qui mettent en récit. Et puis, la confiance. Au milieu, il y a les faits avérés. Et il ajoute, l'information est essentielle pour structurer l'espace public. Il est important d'avoir une réalité partagée. Donc, ça voudrait dire que l'information a à faire avec la réalité et à partir du moment où on la partage, eh bien là, il peut y avoir un débat public. C'est assez beau, en tout cas. C'est vrai que c'est assez enthousiasmant. Et pour être tout à fait naïf et innocent, excusez-moi de l'être, mais moi j'y crois à ça. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'information, alors je vous dis tout de suite, quand on dit médias, soyons clairs, on va s'entendre sur les mots. 72% des Français s'informent par le journal télévisé. D'accord? Donc, le média, quand on parle des médias, c'est les journaux télévisés essentiellement. D'accord? Et juste après vient l'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, mais l'Internet. Là, c'est le fameux sondage annuel Kantar-Lacroix sur la confiance dans les médias. C'est vraiment, ça existe depuis 30 ans, c'est solide, et c'est pour ça qu'on le regarde de près, parce qu'on voit monter et descendre un certain nombre de choses. En tout cas, voilà, les médias, c'est ça. Un certain nombre d'entre nous, et je m'en réjouis, lisent Le Monde, Libération, etc. Moi, j'ai commencé à Libé au tout début des années 80. Voilà, ensuite, j'allais au Monde. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas Le Monde, mais Libé, c'est une peau de chagrin. Le gros des troupes, c'est la télé. Et c'est les télés, et c'est aussi les télés d'information continue. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est à partir de ça que se forme l'image du média et du journaliste dont parlent la plupart des gens. Le journaliste, c'est le journaliste télé. Et encore, dans les meilleurs cas. Parce que la plupart du temps, c'est même pas un journaliste, c'est un chroniqueur qui raconte, ou un expert autoproclamé, qui raconte un certain nombre de choses sur un plateau. D'accord? Donc, la méfiance vis-à-vis des journalistes, la plupart du temps, c'est la méfiance vis-à-vis de gens qu'on voit sur les écrans. Bon. Donc, aujourd'hui, on a ça qu'il faut garder en tête. Quand on regarde les écrans en général, la première chose qui frappe, c'est que l'information dont je parlais tout à l'heure, elle est noyée, mal hiérarchisée, et la bonne information est mal valorisée. C'est-à-dire qu'elle arrive au milieu de tout le reste,
il n'y a pas de commune mesure, on est dans l'incommensurable, comme dit François Julien, on est là dans un truc où tout se mélange. Comment s'y retrouver? C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Information pour le monde suivant, on avait même réfléchi à un moment à labelliser les infos. C'est pas totalement idiot. En tout cas, labelliser les médias. C'est très intéressant d'ailleurs, quand on commence à réfléchir comme ça. Et surtout, et je voudrais beaucoup insister là-dessus, quand on regarde les informations, quand on cherche à s'informer, au milieu de quelque chose qui est la guerre de l'attention. Il faut que vous ayez ça en tête absolument parce que aujourd'hui, ce qui fait toute la problématique de l'information et des médias, c'est la guerre de l'attention. Pourquoi? Parce que l'attention, on peut la vendre, elle est marchandisable, elle est vendable évidemment en publicité télévisée, mais aussi en publicité sur Internet. Donc aujourd'hui, on a ça, la guerre de l'attention. Imaginez, la plupart du temps, on arrive à attraper l'attention, notamment des plus jeunes, une trentaine de secondes, entre 30 et 40 secondes sur Internet. Sur des articles publiés sur Internet, on est content, on est très content quand un lecteur passe plus d'1 minute et demie sur un article. 1 minute et demie. Et la plupart du temps, les articles ne sont jamais lus jusqu'au bout, sauf quand ils sont tout petits. Mais dans la mesure d'audience, on dit que ce sont des pages lues. Donc gardez ça en tête parce que c'est l'attention. Alors, à partir de là, nos maîtres sur Internet, tout ce qu'on appelle les GAFAM comment ils ont travaillé sur l'attention? Comment fabriquer de l'attention? Eh bien, on la fabrique avec quelque chose de très simple qui s'appelle l'émotion. Et donc, on va donc fabriquer, mettre en scène des récits, des images, des débats. J'ai écrit un débat, vous avez gentiment cité, j'ai écrit un livre qui est un livre tout à fait coïncident, qui était juste avant les élections présidentielles, sur le débat. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de débats sur les chaînes d'information continue? Ça coûte pas cher. Or, il faut remplir. L'information coûte cher à fabriquer. Malheureux. Ça coûte cher à fabriquer l'information. Alors que le débat, on donne des petites sommes ou quelquefois rien du tout à un certain nombre de gens qui sont très contents d'être sur un plateau et de donner leur opinion. Et le mieux, c'est quand ils ne sont pas d'accord et qu'ils s'attaquent entre eux. Parce que ça crée de l'émotion. C'est ce qu'on pourrait appeler, enfin moi ce que j'appelle dans mon livre, c'est du catch. C'est-à-dire un simulacre de débat avec un bon et un mauvais, des gens qui sont jamais d'accord entre eux, mais qui sont là pour n'être pas d'accord entre eux, et qui se caricaturent eux-mêmes en soulignant un certain nombre de slogans, en lançant un certain nombre de slogans comme ça à la face de l'autre, et à partir de ces slogans, on va faire un petit spectacle, et ce spectacle va retenir l'attention, parce que ça, c'est bien. On connaît Okaya Diallo contre un tel, contre Dacier, on sait qu'ils vont s'attaquer, ces deux-là. C'est un combat de coq, c'est un combat comme on aime en organiser sur les chaînes. Donc voilà, l'émotion, c'est pas uniquement l'image qui fait pleurer ou la narration qui conduit à l'émotion. Alors l'émotion, ça peut être
la plupart du temps d'ailleurs, hein, c'est pas que la tristesse ou la compassion, hein, c'est la plupart du temps la colère. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Un étonnement coléreux. Et puis, c'est aussi, en effet, un certain nombre, jouer sur un certain nombre d'émotions qui vont conforter les opinions de ceux qui les regardent. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans un système médiatique qui est en... Alors, et ça, François Julien l'explique très bien quand il parle, quand il dit notamment, et j'aime beaucoup cette expression, on parle de ce dont on parle, hein, c'est-à-dire on parle de ce qui est attendu, mais surtout, la plupart des gens vont choisir leurs médias parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent un biais de ils ont un biais de confirmation. Donc, ils cherchent la confirmation de ce qu'ils savent déjà. Hein. Donc, on a un certain nombre de médias comme ça qui sont en tuyau d'orgue et qui vont parler à un certain nombre d'audiences, enfin de public. Ils vont parler de quoi? Et là, je voudrais faire un petit crochet sur ce qu'on appelle l'actualité. Alors, l'actualité, qu'est-ce que c'est? Évidemment, vous allez me dire, ben, l'actualité, c'est Israël-Palestine, c'est Israël-Gaza, c'est l'Ukraine. Ah oui, ce sont des actualités très fortes qu'il faut suivre et qu'il faut couvrir. Le mot est important. En journalisme, on dit couvrir l'actualité. On dit couvrir un événement. On va couvrir cette actualité, cet événement, de manière régulière. Voilà, les otages ont été libérés, il y a 2 jours de plus de trêve, etc., etc., etc. Information en continu, on couvre des événements. Et puis, il y a ce que j'appellerais, mais il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça, hein, l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est l'événement provoqué. Alors, il y a des événements provoqués très simples. Je vais vous donner un exemple qui est les fameuses journées. Les journées de l'ONU pour parler de tel truc, de la violence faite aux femmes, voilà, de la cigarette, de la journée sans tabac, la journée ceci, la journée cela. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que toutes les journées, là, pour le coup, ont la même valeur, quoi. On est à des journées sur des sujets extrêmement importants et puis d'autres journées qui sont moins importantes. Mais en tout cas, tout ça, c'est les journées. Alors ça, c'est de l'événementiel. Et donc, les médias vont couvrir ça. Et puis, il y a tout ce qui est politique. Aujourd'hui, la politique consiste essentiellement, enfin, j'enfonce une porte ouverte là, à fabriquer de la communication, à communiquer sur des mots, à communiquer sur des choses que vont reprendre les médias. Donc, évidemment, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas prévues, qui n'étaient pas totalement prévues. Le procès devant la Cour de justice d'un garde des Sceaux, ça, ce n'était pas vraiment prévu au programme, donc c'est un peu surprenant, mais on va le suivre comme il faut, et puis on va aujourd'hui commenter ce soir le fait qu'il soit relaxé, etc. Mais la plupart du temps, la politique, c'est un agenda, comme on dit aujourd'hui. Hein. C'est intéressant ce mot. C'est rentré dans les... Je me suis toujours beaucoup intéressé aux mots qu'on utilise au quotidien. Bah, le mot agenda, c'est sur ton agenda, c'est l'agenda caché, souvent. On parle de l'agenda caché. Mais en tout cas, l'agenda, voilà, c'est l'agenda politique qui va dicter l'événementiel des médias. Évidemment, c'est des débats sur, électoraux, etc. Et puis, c'est tout ce qui est les événements sportifs qui sont du pur événementiel. Tout ce qui est événement sportif, c'est du pur événementiel. Donc ça, c'est l'actualité. Et nous, et là, je me mets pour pueril, voilà, le citoyen de base, nous sommes censés suivre l'actualité. Suivre l'actualité.
Et sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, il se passe tellement de choses tout le temps que suivre l'actualité devient de plus en plus dur. Et pour la plupart d'entre nous, en tout cas je parle pour moi et un certain nombre de gens qui sont autour de moi, on est victime d'un syndrome qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose? C'est un mot important, ça. Est-ce que je rate quelque chose? Si je rate quelque chose, à la limite, c'est comme si je ratais ma vie, quoi, parce que je ne vais pas être au courant de quelque chose qui se passe d'important. Euh, ça, ça crée un stress. Et ce stress, il est en train, dans tous les pays occidentaux, et là je me réfère à une étude qui est sensationnelle, qui est de l'étude d'Oxford et du Reuters Institute d'Oxford, qui est publiée chaque année, et qui est dans tous les... qui est une espèce d'immense questionnaire administré à la plupart, à tous les pays occidentaux. On s'aperçoit que aujourd'hui, il y a un phénomène de fond qui s'appelle, en anglais, la news fatigue, et en français, la fatigue informationnelle. C'est-à-dire, au fond, pourquoi je suis ça heure par heure là J'en ai marre. J'ai envie d'autre chose. Ça, c'est la fatigue informationnelle. Il y a trop de choses. Ça me stresse. Beaucoup de jeunes sont là-dedans. Je ne vais pas vous agonir de chiffres, mais si vous êtes curieux de ça, regardez le dernier rapport du Reuters Institute, c'est sensationnel. Il vient d'être publié il n'y a pas très longtemps. Euh, et, et, et de là à dire, bon, je vais arrêter de suivre l'actualité. J'en ai marre. Il n'y a qu'un pas. Donc, de la fatigue informationnelle à ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est encore en anglais, news avoidance, c'est-à-dire le retrait, quoi. Je me retire du fait de me tenir au courant de l'actualité. Il n'y a qu'un pas, et ce pas, il est franchi par, en France, environ un tiers des citoyens. C'est-à-dire qu'on est entre 30 et 33% des Français qui disent « Ah non, ben moi, ça y est. » Pourquoi? Alors le pourquoi, il est très intéressant, et c'est à partir de là que je vais rentrer dans la décoïncidence. C'est dire, un, ça me stresse. Et j'ai déjà beaucoup de raisons de stresser. Pourquoi ça me stresse? Je suis stupéfait par l'actualité. S'il y a une stupeur. Et alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis impuissant vis-à-vis de ça. Bien sûr, je peux tout de suite aller donner à l'UNICEF ou donner ça. Voilà, je peux agir de ce type-là, mais beaucoup de gens ne le font pas. Donc, il y a une stupeur. La plupart du temps, alors évidemment, cette news avoidance a connu son pic au moment du Covid. Parce que trop d'infos contradictoires, trop d'experts autoproclamés, trop de choses auxquelles on ne comprenait rien finalement, on laisse tomber. Trop d'infos négatives aussi. C'est-à-dire trop d'infos qui me laissent sans voix. Je n'ai que des choses négatives. Regardez, il y a un jeune garçon qui se fait tuer à la sortie d'un bal. Réfléchissons à juste cette histoire-là.
moi, donc je suis girondin, je suis du sud-ouest profond. Et c'est vrai que quand j'étais ado, à la sortie des balles, à la sortie des matchs de rugby aussi, mais à la sortie des balles, et qui avait lieu après les matchs de rugby encore plus, il y avait des petites bagarres, quoi. Il y avait des bagarres, quelquefois un peu appuyées. Là, on est sur un bal. Comment on nous aurait vendu ça il y a quelques années? Là, il faut vraiment faire monter l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est devenu tout de suite un débat politique récupéré dans tous les sens. Donc, on est vraiment sur une info vraiment intéressante à décortiquer parce que, euh, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais euh, totalement négatif. Donc, je suis citoyen, je dis, il y a trop d'infos négatives. Euh, euh, pour une partie du public. Et puis, de toute façon, ces journalistes, je ne leur fais pas confiance. Regardez la confiance dans les médias qui s'est effondrée depuis des années. Quant à la confiance dans les journalistes, en général, quand on m'invite dans des écoles de journalisme, vous savez, la première journée, ils font venir des gens pour parler, comme ça. Je dis, vous savez, les amis, vous allez faire un métier qui, dans les cotes de confiance en France, il est classé entre les agents immobiliers et les banquiers. Donc, bonne chance, mais il va falloir s'y faire là. Il va falloir vraiment bosser. Je ne dis pas ça pour les, évidemment, pour les traumatiser, les jeunes. Je dis ça pour dire, il va falloir bien bosser. Et c'est là où j'ai été un peu boy scout, c'est-à-dire je dis voilà, on va tous se donner à fond pour vraiment être généreux, être curieux et généreux, etc. Bon, vous voyez, mais la confiance dans les médias, elle est faible, dans les journalistes, elle est faible. Donc, comment voulez-vous que, avec trop d'infos négatives et trop d'infos qui appuient sur les choses qui vont mal, au bout d'un moment, c'est facile de dire, oh, de toute façon, il raconte n'importe quoi. Et là, je reviens à un point aussi important, c'est, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Je peux aller faire une manif, oui. Je peux, ce que je citais tout à l'heure, donner des sous à une association qui va aider tel ou tel, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Donc, une fois qu'on a vu ça, on a vu ce paysage, et qu'on a envie de retrouver un paysage informationnel qui soit vraiment, en effet, vecteur de débat public, vecteur de, osons un grand mot, de démocratie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais, de mon observation, un certain nombre de choses qui peuvent marcher. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous maintenant, et ensuite je passerai aux questions parce que vous en avez forcément plein. Euh, alors, d'abord, mon expérience de conversation. Pourquoi, diable, aller chercher des chercheurs, justement, des enseignants-chercheurs, et leur demander d'écrire sur l'actualité? Je vous rappelle ce que c'est que The Conversation, lancé en Australie, et c'est pas en Amérique, lancé en Australie en 2010 par un ancien rédacteur en chef de The Age de Melbourne et du Scotsman et du The Observer, qui a lancé un média dont il s'est dit, et si, comment on peut faire pour sortir de cette spirale de défiance dont je parlais à l'instant? Je vous rappelle qu'en Australie, c'est le pays de Murdoch. Donc, bon, à l'époque, il y avait eu le gros scandale de News of the World, où on payait un certain nombre d'informateurs pour faire des écoutes téléphoniques
pour récupérer des infos. Donc, la cote des journalistes et des médias était vraiment très basse en Australie à ce moment-là. En Grande-Bretagne aussi, mais en Australie aussi. Donc, il s'est demandé comment est-ce que je peux fabriquer de l'information fiable. Bon, il y a les journalistes, tout ça, mais comment je peux fabriquer de l'information fiable différemment. En Australie, c'est à la fois un immense pays et c'est un petit pays, tout le monde se connaît. Andrew Jaspan connaissait très bien le vice-chancellor de l'université de Melbourne et il lui dit finalement, on a plein de spécialistes là, rêvons un peu, et s'ils se mettaient à écrire pour le grand public au lieu d'écrire pour leurs revues qui sont lues par 22 experts. Et donc, ils ont lancé ce truc-là. Ils ont été plus loin. Ils ont dit, mais comment est-ce on peut être vraiment sûr que les gens nous feront confiance si c'est bien expliqué? Donc, on va mettre des journalistes à côté des chercheurs pour leur faire écrire les papiers. Mais ce sera les chercheurs qui signeront. Les journalistes n'apparaissent pas dans notre système. Et dernier point, pour être encore plus clean, si je peux dire, au point de vue confiance, on va décider d'être des associations à but non lucratif, sans pub, tout gratuit et avec Creative Commons, c'est-à-dire on fabrique de l'information commune. Tout le monde peut reprendre gratuitement ce qu'on fabrique. Pour ça, il faut mettre en place un système associatif avec des fondations, des membres, etc. Aujourd'hui, le Conversation existe dans le monde entier. On vient de lancer là le Brésil. Bon, c'est un média qui, à mon avis, apporte un bout de réponse à ce que je vous ai raconté avant. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas très grand public. Oui et non. Tous les jours, The Conversation France publie 13 à 15 articles. C'est papier ou c'est que Internet. Une newsletter. Donc, on est une newsletter quotidienne, voilà, avec 80 000 abonnés à la newsletter et puis un certain nombre de choses. Mais c'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que tous les jours, Ouest France, Sud-Ouest, Le Progrès viennent prendre des articles chez nous et les mettre sur leur site. Donc, c'est quand même grand public. Donc, ça veut dire que si on arrive à intéresser le public sur des sujets, alors c'est toujours autour de ce qu'on appelle l'actualité. Mais nous, l'actualité, on a une vision un peu différente de l'actualité. Ce n'est pas l'actualité immédiate, évidemment, parce qu'on ne pourrait pas la couvrir, mais c'est aussi l'actualité de la recherche. Donc, c'est souvent une actualité surprenante. Bref, ce genre de réponse, voilà. Et c'est une réponse qui s'inscrit dans une tendance lourde, qui est une tendance de création de micro-médias. Beaucoup de médias sont apparus depuis 10 ans avec des formats et des modèles économiques particuliers et vraiment très, très équilibrés, quoi. C'est-à-dire on ne cherche pas à devenir un immense média. Alors c'est sûr que quand on met tous les deux Conversation ensemble, et en l'occurrence The Conversation est fabriqué sur le même serveur qui est en Australie, on est un gros média, forcément, parce qu'il y a 120 000 enseignants-chercheurs dans le monde qui écrivent pour nous. Donc, ça fait beaucoup d'enseignants-chercheurs et on a à peu près l'audience de The Economist ou du National Geographic, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que dans nos pays de base, où on est tous installés et où on est tous des associations, eh bien, voilà, des médias comme Sud-Ouest, Ouest France ou
ou le Progrès, ou la Montagne, etc., nous reprennent, en plus du Point, etc. Bon, bref. Ça, c'est une voie. Il y a une autre voie qui est celle, justement, je vous en parlais tout à l'heure, de l'investigation. Pourquoi l'investigation? Parce que ça ne suit pas l'actualité. L'investigation, elle est menée sur des sujets qui sont quelquefois suggérés par le public aussi, et elle arrive quand elle arrive. Elle arrive quand l'enquête est finie. Et ce qui est intéressant, par exemple dans Disclose, mais dans d'autres médias aussi, c'est que ce ne sont pas des médias dont je parle là. Ce sont de collectifs de journalistes. C'est des journalistes qui se sont mis ensemble pour fabriquer de l'enquête d'investigation avec des fonds philanthropiques en l'occurrence et associatifs, et puis des dons d'un certain nombre de gens qui suivent cette association. Et de temps en temps, ils publient quelque chose qui est repris, une fois encore. Et ça, cette histoire d'information comme bien commun, hein, Creative Commons pour The Conversation, bien commun pour Disclose, c'est-à-dire que Disclose, par exemple, fabrique une enquête et qui va être reprise par Mediapart, mais par aussi Radio France ou par d'autres médias, je dirais, des plateformes. Du coup, le média devient une plateforme. Il n'est plus un producteur, un seul producteur d'information. Évidemment, troisième levier de décoïncidence, l'utilité. Alors, l'utilité, c'est un de mes dadas avec un certain nombre de gens, notamment Patrick Busquet qui a fondé Information pour le monde suivant, ce think tank dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelques années, j'étais revenu à l'IB pour 3 ans et j'ai lancé un dossier justement avec Patrick Busquet qui s'appelait le Libé des solutions. C'est-à-dire, par rapport à toutes les critiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'information, il y en a trop, on n'y peut rien, ça ne me touche pas, etc. On s'est dit, en effet, à l'époque, Libération ne produisait 2006-2007, hein, depuis une bonne dizaine d'années, que du négatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir du côté des solutions? Ça ne veut pas dire faire un journal des bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire faire un journal heureux. Ça veut dire faire un journal dans lequel on explore d'autres champs d'enquête. Parce que les solutions, il faut les trouver. Il faut trouver les porteurs de solutions. Il faut les valider. Il faut aller sur place. Il faut les faire expertiser par des experts extérieurs. Et il faut voir si elles sont si on peut les reproduire. Donc tout ça, c'est du vrai journalisme. C'est sympa, il a eu une bonne idée. Non, 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 non. C'est du vrai journalisme. Avec Information pour le monde suivant, on a tenté d'aller plus loin et de réfléchir à ce qui est vraiment utile, l'information qui est vraiment utile, c'est-à-dire qui peut mettre en mouvement celui qui l'attrape. C'est-à-dire des solutions qui sont, dans notre jargon, on appelle ça, qui sont actionnables. Et à condition qu'un certain nombre, alors on a tout 12 paramètres, on a mis en place une grille d'analyse de ces informations utiles d'intérêt collectif, qui sont très, très chartées, je dirais, mais qui fabriquent aussi de la confiance. Donc, de l'utilité. Ensuite, il y a une autre
il y a deux autres points que je voudrais souligner avant de m'arrêter. Favoriser aussi d'autres vecteurs d'information. Et là, je vous demande de regarder les enquêtes, les grandes enquêtes qui ont fait bouger les choses en France ces dernières années. Il y en a une qui a eu le prix Albert Londres il y a 2 ans ou 3 ans, qui s'appelle Les Fossoyeurs. L'enquête sur les EHPAD. Et il y en a, quand vous regardez le prix, qui a eu un impact très fort sur la façon dont l'État et la sécurité sociale et les agences régionales de la santé suivaient, et les départements suivaient les EHPAD. Donc, il y a eu un effet concret. Et il y a une autre enquête qui vient d'avoir le prix Albert Londres cette année, qui est Silence dans les champs, de Nicolas Legendre, et qui est une fabuleuse enquête sur le système agroalimentaire breton. Alors là, c'est un sujet que je connais pas mal, l'agriculture. C'est difficile de faire bouger les choses, mais si on a réussi à faire bouger les choses dans les EHPAD, pourquoi on ne pourrait pas le faire bouger dans d'autres secteurs? Et ces deux enquêtes ne sont pas parues dans des livres, dans des journaux. Elles sont parues dans des livres. Aujourd'hui, les éditeurs sont de plus en plus les gens qui soutiennent l'enquête d'investigation. Et c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle fabriquer du document, fabriquer de l'enquête. Mais en tout cas, c'est une voie à favoriser aussi. Parce que bien entendu, une fois qu'un livre comme celui des EHPAD, c'est pas nouveau ce que je raconte, hein, mais il y a toujours eu des livres qui faisaient des enquêtes qui faisaient bouger les choses. Mais là, ce sont des livres qui sont, je dirais, d'utilité publique. C'est pas l'enquête biscornue sur la fille cachée de Mitterrand. Parce qu'une fois que vous savez que Mitterrand a sa fille cachée, qu'est-ce que vous en faites là? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? À part d'avoir des pensées désagréables pour les journalistes politiques, mais c'est autre chose. Donc, vous voyez, là, ça fait bouger les choses. Et c'est les éditeurs, donc c'est les livres. Et le dernier point, je vous promets que c'est mon dernier point, c'est quelque chose que j'ai vu totalement par hasard dans le New York Times. Il y avait un papier. Vous savez qu'on parle plus de tribunes dans le New York Times ou on parle de guest writers, d'invités, de personnes invitées. Et il y avait 3 personnes invitées à donner leur avis qui ont fait un papier absolument sensationnel sur il faut regagner la bataille de l'attention. Et je voulais boucler avec ça. Et là, je me suis penché sur cette histoire et je me suis aperçu qu'il y avait une association aux États-Unis qui s'appelle The Friends of Attention et qui fonde ce qu'on appelle de l'attention activism. Qu'est-ce qu'on peut faire pour refabriquer de l'attention? Et vous êtes d'accord avec moi que c'est un point clé aujourd'hui, c'est-à-dire de récupérer, alors si je ne vais pas faire le grand saut vers récupérer de l'esprit, mais en fait, pour revivifier un certain nombre de choses dont François Julien parle dans Raviver de l'esprit, il faut raviver l'attention. Il faut raviver cette chose essentielle qui est alors l'écoute, qui est l'observation, qui est la curiosité dans le temps. Quand vous croyez que ça me fait plaisir quand je vois que juste un tiers des gens lisent les papiers que je fabrique jusqu'au bout? Non, ça ne me fait pas plaisir. Donc, pourquoi? C'est pas très long à lire.
En fait, ça prendrait 4 minutes. Mais 4 minutes, aujourd'hui, c'est devenu l'Everest de l'attention. Donc, les Friends of Attention, je suis allé sur leur site pour, euh, pour vous, parce que j'ai pensé que ça serait, c'est les gens avec qui, en tout cas moi, faites ce que vous voulez, mais moi, je vais les contacter, parce que je veux absolument voir. Donc, ils travaillent beaucoup avec l'éducation, évidemment, avec des exercices pour récupérer, pour refabriquer de l'éducation, de l'attention dans les classes. Euh, des sessions, alors là, après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais et aussi de créer des lieux où on soit vraiment à l'écoute. C'est pas une secte, hein. Ce sont des chercheurs, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus fort en pédagogie, des psychologues, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant de finir là-dessus parce que il y a une réaction. Cet étouffement dont je vous parlais tout à l'heure, cet étouffement où tout se vaut, cet étouffement où toute information a le même poids, la même valeur, euh, cet étouffement d'images, de sons, de sollicitations, où une publicité a la même poids l'annonce d'une horreur terrible au coin de la rue ou à Romans-sur-Isère. Donc, je voudrais que là, si on essayait de récupérer de l'attention, il me semble que ça serait une des clés pour recréer un peu d'air.